La cité interdite au cœur de Pékin. Jadis résidence des tout-puissants empereurs de Chine, ce palais, le plus vaste du monde, est né de la vision d'un homme. Zhu Di. Zhu Di est un tyran. Il s'est emparé du pouvoir par la violence, et c'est par la violence qu'il l'a conservé. La cité interdite devient le symbole de sa toute-puissance. L'eunuque Juan-Han est le maître d'œuvre du projet. Ensuite, tu suivras la ligne. D'accord. Il élabore des plans qui ne laissent rien au hasard. Le moindre détail a une signification rituelle. Comment est-il parvenu à bâtir cet imposant ensemble architectural en 3 ans seulement? Zhu Di voulait un palais divin. Il fut exaucé. Et pourtant, cette cité, l'œuvre de sa vie, porte en elle les prémices de son déclin. À la fin du XIVe siècle, une armée chinoise rentre victorieuse des steppes du nord de l'Empire. Là-bas, elle a défait les Mongols, un peuple de cavaliers qui, depuis un siècle, étendait sa domination sur la Chine. L'armée triomphante est menée par le prince Zhu Di, un stratège de génie. Il appartient à la lignée des Ming, la nouvelle dynastie qui règne sur l'Empire du Milieu. Tout à sa suffisance, Zhu Di rebaptise Beiping, littéralement paix du Nord, la ville où il élit résidence. Mais l'ambitieux Zhu Di n'est pas homme à se contenter de la gloire et des honneurs. Beiping, sa résidence, n'est qu'une modeste cité mongole située aux confins de la Chine. Il veut plus que cela. La capitale de l'Empire Ming, elle, se trouve à près de 2000 km de là. Il s'agit de Nanjing, dont le nom sera francisé en Nankin. Elle a été établie par le père de Zhu Di, fondateur de la dynastie Ming, loin de la frontière nord réputée peu sûre. Né 4e fils de la lignée, Zhu Di ne peut prétendre au trône. Dès son plus jeune âge, il est destiné à une carrière militaire. À 9 ans à peine, le prince est envoyé dans des forêts reculées, sans escorte, ni abri ou nourriture, pour apprendre à se débrouiller seul. Et de fait, il apprend à suivre des pistes, à poser des pièges et à porter des coups au moment opportun. Dans la solitude des montagnes, il apprend à ne se fier qu'à lui-même et à utiliser ses atouts, sans pitié, mais avec détermination. À l'aube de la quarantaine, Zhu Di a brillamment suivi la voie tracée par son père. Majesté, Yuan Gong est arrivé. Faites-le entrer. À vos ordres. Mais Zhu Di a de plus hautes ambitions.
Les prédictions d'un devin réveillent les desseins qui sommeillent en lui. Faites entrer le visiteur. Majesté, puis-je approcher? Laissez-le. Nous devons nous entretenir. Vous pouvez disposer. Votre Majesté, de toute évidence, votre allure et votre comportement sont ceux d'un fils du ciel. Vous êtes vif et courageux, à l'instar du dragon, et vous êtes tout aussi agile qu'un tigre. Cela ne fait aucun doute, il est clair que vous êtes destiné à un grand règne. Une prophétie séduisante, qui est aussi une incitation à la haute trahison. Car le trône du ciel n'est pas vacant. L'empereur Jianwen règne alors à Nanjing. Héritier légitime, il bénéficie du mandat du ciel et peut à ce titre compter sur la loyauté de ses fonctionnaires. Et qui plus est, les fils de Zhu sont retenus en otage à la cour impériale. Mais Jianwen va commettre une erreur lourde de conséquences. Je vous accorde le droit de retourner à Beiping auprès de votre père. Vous êtes libre. Les portes de mon palais sont grandes ouvertes. Bonne chance. Gage de réconciliation avec le puissant homme de guerre, ce geste sera interprété comme une faiblesse de l'empereur. Il n'en faut pas plus à Zhu Di. En l'an 1402, il prend position aux portes de la capitale avec 1 million d'hommes. S'ensuivront 3 années de guerre civile. Les troupes impériales sont écrasées, mais les imposantes murailles de Nanjing, elles, résistent. Au lieu d'épuiser ses troupes dans un interminable siège, Zhu Di profite de l'opportunisme de certains courtisans corrompus. L'heure a sonné, messieurs. Ouvrez les portes pour que nous puissions entrer. Tenez, voilà la somme que je vous avais promise en échange de votre aide. Ouvrez les portes! Soldats! À l'attaque! Pendant des jours et des jours, les soldats de Zhu Di pillent la ville de Nanjing. Rien ne les arrête. Ils saccagent même les temples et les palais. La population est à la merci de ces hordes dévastatrices. Mais l'empereur Jianwen a mystérieusement disparu. Aurait-il trouvé la mort dans l'incendie de son palais? Bien vite, une rumeur circule. Il aurait survécu et se serait échappé en empruntant un passage secret. Toute sa vie, Zhu Di sera hanté par l'idée que Jianwen est encore vivant et qu'il va chercher à se venger. Fonctionnaires impériaux, prosternez-vous devant le nouvel empereur. Le 17 juillet 1402, Zhu Di se fait proclamer empereur de Chine. Mais la plupart des hauts fonctionnaires de Jianwen ne reconnaissent pas l'autorité de Zhu Di. Certains lui refusent même le Koutou, la prosternation de rigueur à la cour, gage de soumission.
On proclame que cette usurpation entachera la mémoire de Judy durant 100 générations. Judy, dont le nom de souverain est désormais Yongle, joie éternelle, se heurte à une résistance ouverte. Le plus haut des fonctionnaires, celui qui est chargé de rédiger le discours du trône, provoque un esclandre. Grand prince Judy, je dois vous annoncer que je refuse de devenir votre conseiller, car seul l'empereur légitime peut gouverner notre peuple et régner sur le pays. En prenant le pouvoir par la force, vous avez violé ses principes immuables et vous avez semé le chaos et la mort. Wang, tu as de vastes connaissances en ce qui concerne l'ordre et la loi. Et tu sais que tu es en train de te rendre coupable d'un crime d'une extrême gravité. Tu sais également quel châtiment terrible t'attend. J'ai toujours été fidèle et loyal. La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir prévenu l'empereur suffisamment tôt que vous représentiez un réel danger. Si j'avais su ce qui se passerait, je lui aurais conseillé de vous anéantir. Ton insolence est intolérable. Et ton discours est celui d'un traître. Garde, qu'on lui inflige 1000 blessures jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Comme lui, quantité d'autres paieront de leur vie leur loyauté à l'ancien empereur. Rongé par la méfiance, Yongle ordonne une vaste purge. Loin de se contenter d'éliminer tous ses opposants, il fait aussi exécuter leurs familles. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. Cette sinistre campagne affermit l'autorité de Yongle. Mais les paroles du haut fonctionnaire le poursuivent, telle une malédiction. Car malgré son éducation militaire, Yongle partage les valeurs traditionnelles des fonctionnaires chinois. Sa conscience le tourmente. Il est désormais convaincu d'avoir usurpé son titre en répandant la violence et la terreur. Il vit aussi dans la crainte, persuadé que Jen Wen est toujours en vie et que ses fidèles pourraient attenter à ses jours. Yongle décide de regagner Beiping, son ancienne résidence. Une ville qu'il rebaptise Beijing, capitale du Nord, et qui sera francisée en Pékin. Pour asseoir son pouvoir, il projette la construction d'un palais monumental, le plus vaste qui ait jamais existé. La cité interdite, reflet du ciel sur terre, symbole incontestable de sa toute-puissance. Grâce à cette démonstration architecturale grandiose, il entend dissiper à tout jamais les doutes quant à la légitimité de son règne. Yongle ne perd pas de temps. Une armée d'ouvriers s'attaque aussitôt à la démolition des anciens palais mongols de Beijing. L'entière responsabilité de ce fabuleux projet est confiée à Juan Han, un brillant architecte qui a la particularité d'être un eunuque. Assure-toi que la première colonne soit placée à cet endroit. À vos ordres. En attribuant cette haute charge à un castrat, Yongle transgresse là encore un interdit. Quelques années auparavant, en effet, son père avait ordonné que les eunuques soient exclus des affaires de l'État. Il avait confié l'administration de l'Empire
aux seuls hauts fonctionnaires. Mais Yongle, qui se défie des fonctionnaires, table sur la loyauté des eunuques. Il s'entoure d'une cour de castrats qui exécute ses ordres sans la moindre réserve. Le procédé n'est pas nouveau dans l'histoire chinoise. Par ce décret, nous ordonnons l'instauration du double. Les souverains ont toujours su tirer profit de la dépendance des eunuques, souvent méprisés en dehors des palais. Les familles seront tenues responsables des fautes qu'ils pourraient commettre. Mais sous le règne de Yongle, ils voient leurs conditions s'améliorer considérablement. De simples serviteurs à la cour ou préposés à la garde des concubines impériales, ils accèdent désormais à des positions influentes et entrent en concurrence avec la fonction publique traditionnelle. Yongle instaure un système fondé sur la surveillance, la méfiance et le favoritisme. Votre intendant principal raconte que vous n'avez aucune légitimité. Très bien. Les eunuques évoluaient dans l'intimité du souverain, de l'héritier du trône, de l'impératrice, et bien sûr aussi des concubines de l'empereur. Les alliances politiques, voire les conspirations, étaient courantes. Les eunuques y jouaient un rôle prépondérant. L'histoire chinoise est ponctuée de toute une série de catastrophes sur fond d'assassinats, mais aussi de luttes d'influence. La plupart des eunuques sont des prisonniers de guerre, que l'on a castrés pour les humilier. La castration est une constante historique dans l'ancienne culture chinoise. Elle est pratiquée avec une grande maîtrise. Seuls 2 eunuques sur 100 décèdent des suites de l'intervention. Quant à la compassion, les castrats ne peuvent en escompter. Ils sont objets de moqueries et d'injures parmi le peuple. Pour s'attirer quelque prestige, les eunuques n'ont qu'un seul espoir, faire carrière à la cour impériale. Et l'un d'entre eux semble promis à une telle ascension. Juan Han, un prisonnier de guerre vietnamien. Juan Han est nommé maître d'œuvre de la Cité interdite. C'est une chance, mais c'est aussi un défi. Il a sous ses ordres les plus éminents experts en matière d'architecture chinoise classique. Mais sa mission ne se limite pas à construire un palais. Il doit bâtir sur Terre le reflet de l'ordre céleste. Chaque trait de plume de l'architecte est un condensé de symbolique, de culture millénaire. Pékin, la capitale, est constituée d'une série de quadrilatères. Au centre se trouve la cité interdite. Tout autour s'étend la cité impériale, elle-même entourée par la ville de Pékin. Cette structure reflète la conception traditionnelle chinoise selon laquelle la terre est carrée et le ciel rond. Le palais impérial représente le centre de la Terre et est aligné sur l'étoile polaire, autrefois considérée comme le centre du ciel. La cité interdite comporte en son milieu une cour extérieure destinée aux cérémonies officielles, ainsi qu'une cour intérieure où vivaient l'empereur et sa famille. Pour créer l'harmonie, les 3 pavillons de la cour extérieure sont reproduits, mais à plus petite échelle, dans la cour intérieure. Aux prises avec la philosophie complexe de l'architecture chinoise, Juan Han doit aussi composer avec les humeurs de son souverain.
Yongle a commandé 4 tours d'enceinte et a déjà refusé plusieurs esquisses soumises par son architecte. Tu me déçois une fois de plus. Si tu n'as pas dessiné un projet digne de ma grandeur d'ici demain matin, je te jure que je te ferai couper la tête. Juan Han se remet à la tâche, sans succès. Un grillon lui tient compagnie. Les Chinois aiment cet insecte dont la stridulation et le chant les ravissent. Mais même lui ne parvient plus à égayer Juan Han. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Mais je vais te dessiner une nouvelle cage pour que tu sois à ton aise. Un détail attire son attention. Le grillon a laissé des traces sur le sable de sa cage. Juan Han s'en inspire pour dessiner la cage promise. Le lendemain, l'empereur Yongle en personne se présente chez le maître d'œuvre. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Juan Han sait qu'il va mourir. Hormis la cage du grillon, il n'a rien dessiné au cours de la nuit précédente. Magnifique. On dirait que tu as retrouvé l'inspiration. Je vais donc laisser ta tête où elle est, puisqu'elle semble encore avoir une utilité. Si cette anecdote est véridique, les 4 tours d'angle sont les seuls édifices de la cité interdite dont la construction ne relève pas du symbolique, mais du hasard. Car le palais impérial est une symbolique devenue pierre. Dans les palais et les cours, le chiffre 9, ou l'un de ses multiples, est omniprésent. Chiffre impair le plus élevé, il symbolise le masculin extrême. Il est l'emblème de la souveraineté suprême de l'empereur. Sur les toits, 9 créatures fabuleuses écartent les mauvais esprits. 9 rangées de 9 clous ornent les portes du palais. 9 dragons décorent le mur qui sépare la cour extérieure des appartements de la famille impériale. Symbole céleste, le dragon est la manifestation exclusive de la toute-puissance impériale. La toiture de la salle du trône, le palais de l'harmonie suprême, est soutenue dans sa longueur par 9 imposantes colonnes. Et le trône du Fils du ciel, centre du monde, est gardé par 9 dragons. La cité interdite compterait, dit-on, 9999 pièces, car seul le palais céleste peut en avoir 10 000. Actuellement, la cité interdite est aux mains des restaurateurs. D'ici 2010, la cité pourpre, couleur notamment de ses murs, brillera d'un nouvel éclat. Autre couleur dominante, le jaune, notamment celui des tuiles vernissées et des figurines qui ornent les toits. La couleur jaune était exclusivement réservée à l'empereur. Tout citoyen qui en faisait usage était puni de mort.
Aujourd'hui encore, seules 2 manufactures sont autorisées à fabriquer ces tuiles et figurines. Ici, le temps semble s'être arrêté, même si quelques machines vieillissantes facilitent un peu le travail des ouvriers actuels. Les ornements destinés aux façades du palais sont sculptés à la main. Les artistes s'exercent sur des formes simples pendant de longues années avant de pouvoir réaliser un motif impérial à dragon. Le contremaître de la manufacture est seul à connaître la recette de l'émail dont les tuiles sont recouvertes. Elle est protégée comme un secret d'État et transmise de génération en génération. C'est la cuisson qui confère son éclat à l'émail impérial. Nous n'en saurons pas plus. « 150 000 tuiles ornent les toits de la cité interdite. À en croire certaines sources historiques, la construction de ce vaste palais impérial aurait été achevée en 3 années seulement, de 1417 à 1420. Comment est-ce possible ? La symbolique des bâtiments est complexe et codée, mais leur construction est quant à elle un trésor de simplicité. Si la cité interdite a pu être bâtie en l'espace de 3 ans seulement, c'est grâce au mode de construction traditionnel utilisé en Chine depuis l'Antiquité. Sur un socle de pierre, on commence par ériger des colonnes de bois sur lesquelles on fait ensuite reposer la toiture. Ce sont des chapiteaux qui établissent la transition entre les colonnes et la toiture. Tous ces éléments s'emboîtent, ils sont assemblés sans le moindre clou. L'ensemble des pièces était fabriqué en série avant le début de la construction. Ensuite, il n'y avait plus qu'à les assembler sur place en temps voulu. Tous les éléments porteurs des palais sont en bois de cèdre. À la fois facile à transporter et à travailler, ce matériau présente aussi l'avantage d'être extrêmement résistant. Les chapiteaux ont une capacité de charge 4 fois supérieure à celle de l'acier. Depuis des siècles, ils endurent sans bouger l'alternance des saisons. La construction par emboîtement n'est pas une invention de l'architecte Joan Han. Les textes anciens en témoignent. Ce procédé était déjà utilisé en Chine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Excellent. Mais cette technique ne suffit pas à expliquer la rapidité des travaux. Si ce vaste complexe architectural a pu être bâti si vite, c'est aussi grâce à la logistique minutieuse mise en place par Joan Han. Avant même que se dresse le premier échafaudage, tous les matériaux de construction sont entreposés et préparés. Pendant 13 années, un flot interminable de matériaux précieux va se déverser dans la capitale, en provenance de toutes les régions de l'Empire. Le marbre est extrait de carrières situées à une centaine de kilomètres de Beijing. Les bois durs et précieux proviennent des hautes montagnes des provinces du Sud. Ils sont flottés jusqu'à la côte, puis acheminés dans le canal impérial qui relie le fleuve Yangtze-Kiang à la capitale. Certains tronçons de ce canal existent depuis près de 2400 ans. Il a été prolongé jusqu'à Beijing au XIIe siècle. Le canal impérial s'étend sur plus de 1800 km. Il est resté la plus grande voie d'eau artificielle du monde. À l'origine, le canal servait à approvisionner la capitale en riz,
lequel ne pouvait être cultivé sous le climat rigoureux du Nord. Sur ordre de l'empereur, chaque embarcation qui voyage vers Beijing doit prendre à son bord une cargaison de briques destinée à la construction de la cité interdite. Selon les estimations des historiens, plus de 2 millions de tonnes de briques auraient été ainsi transportées. On a besoin d'aide par ici. Il faut 15 hommes supplémentaires pour assembler ces briques. Les places de la cité interdite comptent 5 couches successives de briques. 100 000 ouvriers, des prisonniers pour la plupart, travaillent sur le chantier du lever au coucher du soleil. La nuit, une gangue les entrave, les empêchant de s'enfuir. Dépêchez-vous un peu! Avancez jusqu'aux escaliers et allez prêter main forte à vos camarades! Vous savez ce qui vous attend si vous traînez! Vous serez sévèrement punis! Des milliers de tailleurs de pierre et de stucateurs, tous réquisitionnés, ont déjà entamé l'ornementation de la triple terrasse de marbre. Des artisans décorent les boiseries des palais à la feuille d'or. Reste la rampe centrale de l'escalier. Aujourd'hui, une dalle imposante, taillée dans un seul bloc de marbre, trône à cet endroit. Comment Juan Han a-t-il fait transporter jusqu'à la cité interdite cette dalle de 300 tonnes ? La carrière se situe à 80 km du chantier. En hiver, la température y avoisine les moins 20 degrés. Juan Han va mettre à profit ce froid impitoyable. À intervalles courts et réguliers, il fait creuser des centaines de puits. Les eaux souterraines ainsi captées sont déversées sur le sol gelé. Et c'est sur une route de glace longue de 80 km que le colosse descend des montagnes pour rejoindre la plaine où se niche Beijing, la capitale. Votre Majesté, Li Shimian est ici. Il voudrait vous voir. Faites-le entrer. L'Auguste Empereur invite le fonctionnaire à entrer. Votre serviteur Li Shimian se prosterne devant votre Majesté. Une vingtaine d'années s'est écoulée depuis que Yongle a ordonné la construction de la cité interdite. Les ressources de l'Empire sont épuisées. Sous la conduite de Li Shimian, quelques fonctionnaires rédigent un mémorandum qui dénonce ce fardeau qui pèse sur le pays. Comme vous le savez, très respectable Li Shimian, la force d'un souverain dépend étroitement du soutien que lui apportent ses conseillers et les fonctionnaires de son administration. Vous m'avez vous-même rendu des services inestimables et je vous en serai toujours reconnaissant. Cependant, on m'a récemment rapporté que vous étiez inquiet pour le destin du pays et pour mon avenir. Est-ce la vérité ? Soyez tranquille, vous pouvez parler sans crainte. Majesté, depuis 20 longues années, presque tous vos efforts se sont concentrés sur la cité interdite. Et ce chantier titanesque a déjà coûté des sommes colossales.
Des milliers de paysans ont dû mettre leur terre en jachère pour travailler à votre projet, jour et nuit. Dans toutes les provinces de l'Empire, les gens meurent de faim, se nourrissent d'herbes ou d'écorces. Ils doivent vendre leurs femmes et leurs enfants pour subsister. Ne provoquez pas la colère des dieux, il faut libérer ces travailleurs. Retournez à Nanjin sur la tombe de votre père. Et implorez le ciel de vous accorder sa grâce. C'est le seul et unique moyen d'éviter que nous ne soyons frappés par une tragédie. Rendez-vous à la raison, où l'œuvre de toute votre vie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Je vous en conjure, suivez mon conseil, sans quoi vous en subirez les conséquences. Yangle fait emprisonner l'honnête Li Shimian dans les geôles de la cité interdite. L'homme a prédit une catastrophe, une sentence céleste. Précisément ce que Yangle redoute plus que tout. Car l'empereur n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est au ciel. Une fois par an, au temple du ciel, il prie pour des récoltes abondantes. Mais il demande aussi à ce qu'inondations et tempêtes lui soient épargnées. Dans la croyance chinoise, c'est par les catastrophes naturelles que le ciel indique sa réprobation et signale que l'empereur a rompu l'harmonie du monde. Mais Yangle en est convaincu. Maintenant que la cité interdite est achevée, il a enfin légitimé son règne. Au temple du ciel, l'empereur fait des offrandes d'encens. C'est la seule fois de l'année où ses genoux touchent le sol. Il est au centre de tout. La cité interdite n'est-elle pas le centre de l'univers? Si l'on soulève en son milieu l'axe nord-sud sur lequel sont alignés les principaux édifices, on constate que ceux-ci sont disposés selon une hiérarchie précise. Plus les édifices sont au centre, plus ils sont proches du ciel. À la limite sud se dresse la porte de la paix céleste, l'entrée de la cité impériale. Au plus proche du ciel, on trouve le palais de l'harmonie parfaite, ou harmonie du milieu. Situé entre les deux autres palais majeurs, il est le centre du monde, le lieu où se touchent le ciel et la terre. Les eunuques sont à leur poste de veille. Il est 3 heures du matin, encore 2 heures avant le lever du soleil. Les fonctionnaires et les eunuques se mettent en place devant le palais de l'harmonie suprême. Sur le sol, de petites marques indiquent leur rang. Un silence absolu règne sur la place. Tous attendent le Fils du ciel. Chaque jour de l'année, l'empereur se lève peu avant le lever du soleil. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur!
Gouverner sans rituel, c'est comme labourer sans soc, dit un proverbe. La cité interdite est l'expression architecturale de l'harmonie cosmique. Le rituel, perpétuelle répétition de gestes immuables, contribue à préserver l'ordre existant. Tout est parfaitement réglé. Mais une pensée hante Yongle. Jen Wen est-il encore en vie? Derrière les murs de la cité interdite, entouré d'une cour d'eunuques soumis, Yongle se sent en sécurité. Chaque jour, des goûteurs s'assurent que son petit déjeuner, des nids d'hirondelles, n'est pas empoisonné. De même, au déjeuner et au dîner, on vérifie les 99 plats soumis à son choix. Jen Wen ne réapparaîtra jamais. Le sort de l'empereur détrôné restera une énigme. En l'an 1421, l'étoile de Yongle resplendit plus que jamais. Il règne sur la Chine depuis maintenant plus de 20 ans. Par la stricte observance des règles et rituels traditionnels, Yongle a cherché à s'attirer le soutien des lettrés, ceux-là même dont il avait exécuté des milliers de congénères au début de son règne. Prosternez-vous devant notre valeureux empereur Yongle, le fils du ciel. Lors des vastes audiences qui se tiennent à la cité interdite, nul ne refuse plus de se prosterner devant lui. L'empereur Yongle commandite une œuvre littéraire monumentale. Il fait rassembler l'ensemble des connaissances issues de l'histoire chinoise. Et il rédige lui-même la préface de cette grande encyclopédie qui porte son nom. Afin de conduire le monde, nos sages ancêtres ont créé la civilisation, fondée sur les rituels, les valeurs morales et l'érudition. L'homme de guerre despotique a fait place à un despote éclairé. La vertu du prince est comme le vent. La vertu des hommes ordinaires est comme l'herbe. L'herbe ne peut manquer de s'incliner sous le souffle du vent. L'architecte Juan Han se remémore-t-il parfois ces paroles du sage Confucius? Ce vaste théâtre chargé de symbolique, où se joue invariablement le même spectacle, est-il vraiment créé pour l'éternité? En dehors de cet univers clos, le monde ne continue-t-il pas de tourner?
Sur le plan politique, la dynastie Ming a commis une erreur qui a peut-être été décisive. L'empereur fondateur des Ming, ainsi que son successeur, l'empereur Yongle, ont eu de plus en plus tendance à traiter les problèmes dynastiques à la manière de problèmes familiaux internes, c'est-à-dire à ne plus en débattre avec leurs conseillers. Par conséquent, le caractère autocratique du pouvoir s'en est trouvé renforcé, si bien que la destinée, le sort de la dynastie, est devenu de plus en plus tributaire des compétences politiques personnelles du souverain. Du vivant de Yongle déjà, le système laisse entrevoir ses failles. La pauvreté se propage dans les campagnes. Pour y échapper, une alternative. Pouvoir s'offrir des études de fonctionnaire ou devenir eunuque. Des paysans, dans l'impossibilité de nourrir leur famille, font castrer leurs fils et les envoient à Beijing. Peut-être entreront-ils au service de l'empereur. Mais la mutilation volontaire est sanctionnée, interdite, et l'admission de nouveaux eunuques au palais strictement réglementée. Si la cour impériale continue de leur ouvrir ses portes, c'est surtout pour rester maître de la situation. Toi. 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 Allez-vous-en! Disparaissez! Sous le règne de Yongle, 3000 eunuques vivent à la cité interdite. Au début, une centaine de nouveaux eunuques sont recrutés chaque année, au terme d'une embarrassante procédure destinée à garantir qu'aucun homme apte à procréer ne s'immisce dans l'armée des castrats. Au fil du temps, cet usage prend des proportions inattendues. À genoux. 200 ans plus tard, au début du XVIIe siècle, ce sont finalement 70 000 eunuques qui peuplent les places et palais de la cité interdite. Mutilés et méprisés à l'origine, ces hommes exercent bientôt une remarquable influence à la cour. Prenez vos affaires et suivez-moi. Prosternez-vous. Certains d'entre eux, comme l'architecte Juan Han, contribuent par leurs compétences à la prospérité et à la gloire de l'Empire. La plupart, cependant, brillent par leur cupidité et se complaisent dans leur sinécure. En cela, ils paralysent l'appareil d'État jusqu'à le rendre inopérant. Contrairement à la vision de Yongle, cette cité n'est peut-être pas appelée à être éternelle. Li Shimian, oublié de tous au fond de son cachot, a-t-il eu une plus juste vision de l'avenir ? On est à la fin de l'été. Le temps a été lourd. L'orage va frapper le talon d'Achille de la cité interdite. Ses somptueuses toitures à charpente de bois. Les 3 palais principaux sont la proie des flammes.
La dynastie Ming se maintiendra au pouvoir malgré ce revers de fortune. 13 empereurs Ming succéderont à Yongle sur le trône du dragon. L'incendie, néanmoins, est un sombre présage pour l'Empire. En 1644, engourdi par le faste et les rituels, paralysé par les intrigues et la trahison, la dynastie Ming est au bord de l'effondrement. Le peuple ploie sous l'impôt. Pourtant, l'État est en faillite. Alors que la révolte populaire gronde aux portes de la cité interdite, le dernier empereur Ming choisit de se suicider sur la colline du Charbon, qui surplombe le palais impérial. Sur les 70 000 eunuques d'autrefois, il ne reste plus aux côtés de l'empereur qu'un seul serviteur, qui l'accompagnera dans son dernier voyage. La cité interdite, quant à elle, va survivre au chaos et au déclin. Les Mandchous, un puissant peuple des steppes, conquièrent peu après l'Empire du Milieu. Avec ses nouveaux souverains sur le trône du dragon, l'Empire chinois va exister jusqu'en 1911. Et avec lui, une œuvre architecturale sans égale, la cité interdite. Dans un instant, suite de notre grand documentaire sur l'histoire de la cité interdite. À suivre donc, la conspiration de la concubine. La cité interdite de Pékin a été le centre de l'Empire chinois pendant plus de 5 siècles. Elle a cessé de l'être sous le joug d'une femme. Ye Nara, une concubine qui, à force de charme et de calcul, est parvenue à prendre le pouvoir et à devenir régente sous le nom de Tse-i. Son destin est intimement lié à celui de la cité interdite. Tout commence comme dans un conte de fées. Il était une fois une jeune fille de 15 ans, née à Pékin d'une famille modeste, et un jeune prince appelé à succéder à son père à la tête d'un puissant empire. La cité interdite en l'an 1850. L'empereur est mort. La cour est endeuillée, mais une question est déjà sur toutes les lèvres. Qui va épouser le jeune prince Yanfeng? À 20 ans, il est le nouvel empereur de la dynastie Qing, qui règne depuis plus de 2 siècles sur l'Empire du Milieu. « 60 jeunes filles issues du clan dynastique sont conviées à la cité interdite. C'est à la mère de Yanfeng qu'il revient de choisir l'épouse de l'empereur, ainsi que ses concubines.
Le grand eunuque accueille les prétendantes. Parmi elles se trouve Yehenara, la jeune pékinoise de 15 ans. Devant la porte de la paix céleste, elle doit, comme les autres, prendre congé de sa famille, car l'accès du palais impérial est interdit au commun des mortels. Empruntant l'un des 5 ponts qui enjambent la rivière aux eaux d'or, le cortège longe les fastueux édifices impériaux avant d'accéder enfin au cœur secret de la cité interdite. Le palais de l'harmonie suprême, le centre du monde, ainsi que l'ont voulu les architectes. Car l'architecture est éminemment symbolique, en effet. Les formes, les proportions, les couleurs, tout ici est codifié et possède un sens spirituel, voire un secret. L'ensemble architectural de la cité interdite obéit aux lois du Feng Shui, mais aussi aux principes du yin et du yang. Le yang représente le sud, clair et chaud. Le yin, c'est le nord, sombre et froid. La cité interdite est agencée selon un axe principal sud-nord, dans un but bien précis, que ces deux forces soient en parfaite harmonie au sein du palais impérial. Mais selon les principes du Feng Shui, il doit toujours y avoir de l'eau au sud et une montagne au nord d'une construction. Comme il n'y avait ni l'un ni l'autre à l'origine, les maîtres d'œuvre ont eu recours à des artifices. Au sud, ils ont créé la rivière aux eaux d'or, tandis qu'ils ont élevé au nord ce que l'on appelle la colline du charbon. Cette montagne devait protéger la cité interdite des mauvais esprits, mais aussi stopper les vents froids en hiver. La rivière, quant à elle, contrebalançait la montagne, mais elle servait aussi à apporter de la fraîcheur en été. En somme, la traditionnelle quête d'harmonie s'accompagnait d'avantages très pratiques. Les critères de sélection des compagnes impériales sont rigoureux, et l'impératrice mère n'en délaisse aucun. Agenouille-toi, jeune fille. Lève les bras. Retourne-toi. L'inspection corporelle s'impose, jusqu'à être humiliante. La jeune fille a-t-elle mauvaise haleine? Dégage-t-elle une quelconque odeur? Est-elle encore vierge? La concubine suivante est Yehenara. Avancez-vous et venez recevoir votre cadeau de fiançailles. Beaucoup m'enviaient car j'étais belle, aurait déclaré un jour Yehenara. Ce ne fut pourtant pas l'avis de l'impératrice mère qui la nomma 5e concubine, le rang le plus bas. Une autre fut élue épouse de l'empereur, qui devra offrir un héritier à la dynastie. Et cette autre devint aussitôt la rivale de l'ambitieuse Yehenara.
Yehenara aperçoit l'empereur Yenfong pour la première fois au cours de la cérémonie nuptiale. Il est le fils du ciel, et à ce titre, le seul homme apte à procréer au sein de la cité interdite. 3000 hommes habitent en permanence le palais, mais ce sont tous des eunuques. Selon la pensée chinoise, le rituel du mariage concrétise l'union des deux forces yin et yang, à la fois opposées et complémentaires. Le principe suprême est l'harmonie parfaite entre ces pôles, afin de préserver l'ordre du monde. Cette philosophie est omniprésente dans la cité interdite. L'agencement de la cité interdite repose sur un principe fondamental, l'harmonie du yin et du yang. Le palais résidentiel de l'empereur se situe exactement au sud de la cour intérieure, car le sud symbolise le yang, le masculin. Cet édifice porte le nom de Palais de la pureté céleste, car le ciel relève lui aussi du yang masculin. C'est au nord que se situe la résidence de l'impératrice, appelée Palais de la tranquillité terrestre. Car le nord et la terre représentent le principe féminin, le yin. Entre leurs résidences respectives se trouve le palais de l'Union, dans lequel l'empereur et l'impératrice se retrouvaient durant la nuit de noces. Ce palais symbolise le lieu où le ciel et la terre se touchent. À cet endroit, le yin et le yang sont en parfaite harmonie. La philosophie du yin et du yang est profondément ancrée dans la culture chinoise. Tout ce qui nous entoure peut être classé selon la dualité du yin et du yang. Intérieur et extérieur, féminin et masculin, terre et ciel, eau et feu, et ainsi de suite. Les concubines du défunt empereur vivent au palais dit de la tranquillité compatissante. Yehenara scrute ces visages marqués par le vide d'une existence tout entière consacrée à l'attente. Beaucoup ont espéré leur vie durant être conviés dans la chambre à coucher de l'empereur. En vain. Yehenara n'ignore pas qu'en sa qualité de concubine, elle ne pourra plus jamais quitter la cité interdite. Dans la monotonie de cette vie minutieusement réglée, les secondes deviennent des heures, les jours des semaines. 2 années s'écoulent ainsi, sans que l'empereur Yenfong ne la fasse appeler. Une vie enfermée dans une cage aux murs pourpres et aux toits jaunes d'or, bien loin des rêves de son enfance. Yehenara, littéralement petite orchidée, a grandi avec ses frères et sœurs sur les rives du fleuve Yangtze-Kiang, dans le sud de la Chine. Son père n'est certes qu'un fonctionnaire de rang inférieur, mais sa famille appartient à la minorité mandchoue au pouvoir. Un privilège qui vaudra à Yehenara d'échapper à la coutume des pieds bandés, laquelle mettait les petites Chinoises à la torture, dans un seul but, les doter de petits pieds, idéal de beauté. Dépêchez-vous, mes filles. Allons, approchez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 8 bannières du clan mandchou. Venez. Particulièrement fier de ses origines mandchoues, le père de Yehenara tient à faire connaître à ses enfants les hauts faits de leurs ancêtres. Regardez. Voici la bannière bleue.
En l'an 1644, les 8 bannières des Mandchous, un peuple de la steppe, conquièrent la Chine. Ils chassent les rebelles qui ont renversé la dynastie Ming au pouvoir et pillé la cité interdite. Sur la colline du Charbon, au nord de la cité interdite, un général des troupes mandchoues découvre le dernier témoignage du déclin. C'est ici que le dernier empereur de la dynastie Ming s'est pendu. Les Mandchous sont désormais les nouveaux maîtres de la cité interdite. Ils s'attribuent le nom de Qing, les purs. La dynastie mandchoue des Qing a permis à la Chine de connaître un nouvel essor. Il n'y a pas à en douter, dès le XVIIIe siècle, l'Empire Qing est devenu le plus grand empire du monde. Comment s'explique une telle réussite? Une des raisons, c'est certainement que les souverains Qing ont tiré la leçon du passé et qu'ils ont essayé de ne pas répéter les erreurs commises par d'autres souverains étrangers. À cela s'ajoute une autre raison majeure. Les empereurs Qing se sont posés en protecteurs de la culture traditionnelle chinoise. Sur ce point, ils étaient parfois plus chinois que les Chinois. Mais ce choix de perpétuer les traditions chinoises entrave toute réforme politique et sociale. Au milieu du XIXe siècle, tandis que le reste du monde évolue à une vitesse vertigineuse, la Chine s'astreint toujours à un code de rituel séculaire. Les concubines n'ont aucun espoir d'évoluer dans la hiérarchie du palais, à moins de donner à l'empereur un fils, un héritier du trône. Encore faut-il qu'ils sollicitent leur faveur. Il advient qu'un eunuque, le premier serviteur attitré de Yehenara, contrevienne un jour à toutes les règles en usage à la cour. Dame Yehenara, je sais que vous pouvez ordonner ma mort si mes propos vous déplaisent. Qu'as-tu à dire? Parle. Je crois qu'Antorai, votre serviteur, peut vous être très utile. Il est vrai que la chance ne vous a guère souri jusqu'à présent. Mais peut-être puis-je contribuer à attirer l'attention de l'empereur sur votre personne. Quelle incroyable insolence! Comment peux-tu être aussi indélicat? Oh, punissez-moi! Punissez-moi! Je mérite d'être châtié! Votre esclave mérite la mort! Votre esclave mérite la mort! Silence! Qu'allais-tu dire? Parle sans retenue, je t'écoute. Expose-moi ton idée. Que peux-tu faire pour m'aider? Je connais bien la cour, laissez-moi vous servir d'espion. Vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'on le remarque. Moi, en revanche, je puis aller et venir dans le palais aussi facilement et discrètement qu'un chat. Altesse, si vous me donnez votre autorisation, je ferai en sorte d'attirer l'attention de l'empereur sur vos grandes qualités et il vous portera l'intérêt que vous méritez. Seuls les eunuques, comme Antorai, ont accès au cœur même du palais. Ils sont chargés de la surveillance du harem impérial et y exécutent l'ensemble des tâches, de la collecte des ordures à la gestion du budget impérial. Certains castrats, qui évoluent dans l'intimité de l'empereur et de son entourage, brillent particulièrement par leur influence. Le grand eunuque Shim est le plus puissant d'entre eux. Il a notamment le privilège de présenter chaque jour à l'empereur des tablettes de jade où sont gravés les noms de certaines de ses concubines. Le Fils du ciel choisit alors celle qui partagera son lit. Avec l'aide de Antorai, son intrigant serviteur,
Yehenara sollicite une audience auprès du grand eunuque. Shim, approchez. Permettez-moi de vous offrir un modeste présent qui vous plaira sans doute. Maîtresse, c'est le cadeau de fiançailles que vous a offert notre empereur. Ce sont des pièces inestimables et uniques. Vous ne pouvez pas vous en défaire, c'est un gage d'amour. Et je suis heureuse de constater que vous êtes conscient de leur valeur. Et comme vous pouvez l'imaginer, celle-ci aura certainement décuplé une fois que j'aurai donné un fils à l'empereur. Ah, certainement, maîtresse, vous voulez... Soyez tranquille, je me charge de tout arranger et vous pouvez compter sur moi. Je vous tiendrai informé. Attendez, qu'arriverait-il au cas où Sa Majesté choisirait une autre de ses concubines pour lui tenir compagnie? N'ayez aucune crainte à ce sujet, maîtresse. J'ai mes méthodes pour influencer les humeurs célestes. Je vais éveiller l'intérêt de Sa Majesté en lui faisant l'éloge de votre incroyable beauté. La manœuvre de Yehenara réussit. L'empereur choisit de passer la nuit avec elle. Simplement enveloppée dans une couverture de soie, elle est conduite dans les appartements de l'empereur à la nuit tombée. Un certain mystère entoure cette première rencontre entre Yehenara et l'empereur Yenfeng. La jeune fille a-t-elle été préparée à ce moment? Les eunuques, comme Shim, connaissaient certainement les préférences de l'empereur. Selon la tradition, les relations avec les concubines n'avaient pas pour but d'engendrer un héritier du trône. Le souverain devait se retenir afin d'accroître sa puissance et réserver sa semence à l'impératrice. La grossesse était l'apanage de cette dernière. En théorie, du moins. Les eunuques restent dans la pièce durant l'union charnelle. Ils consignent les faits. Conformément au rituel, Yehenara dort seul ensuite et allongé sur le côté, car seul l'empereur est autorisé à tourner son visage vers le ciel. Pendant 3 mois, elle va ainsi être l'amante de l'empereur, nuit après nuit. Un médecin contrôle son pouls. Il utilise pour ce faire une ficelle, car il lui est interdit de toucher la jeune femme. Malgré l'imprécision de cette méthode, son diagnostic est formel. C'est à Sa Majesté l'impératrice que revient l'honneur d'apprendre la nouvelle. Votre Majesté, les battements de son cœur annoncent une bonne nouvelle. Ses veines sont le siège d'une activité intense. C'est un signe de fécondité. Elle est enceinte. Hanterai! Et je ne sais pas quoi penser de tout cela. J'attends des explications. Le médecin est très clair, vous êtes enceinte.
Ce que la fortune a refusé à l'impératrice, elle l'accorde à Yehenara. Dorénavant, la future mère est en butte à la haine de ses rivales. Tous les moyens sont bons pour lui nuire. Amteraï, je te cherche depuis plus d'1 heure. Où étais-tu passé, fainéant? Derrière une façade tout en harmonie, la cité interdite est le règne de la jalousie et de la mesquinerie. Avec le temps, Yehenara passera maître dans l'art d'utiliser de tels expédients. Le 27 avril 1856, Yehenara donne naissance à un garçon. Elle est désormais, après l'impératrice, la plus haute dame de l'Empire. Mais cela a un prix. L'éducation de son enfant, appelé Zaijun, est confiée à l'impératrice et aux eunuques de la cour. Le prince héritier! Fût-il nourrisson, l'héritier du trône a déjà un statut divin. Il est le garant du maintien de la dynastie. Au-delà des murs de la cité interdite, l'horizon s'assombrit. Des inondations détruisent les récoltes. Le pays est en proie à la famine. La misère provoque des soulèvements populaires qui sont réprimés dans le sang. Et aux portes de l'Empire, les étrangers, les Britanniques surtout, se font plus entreprenants. La Chine a toujours fait obstacle à l'influence des barbares étrangers. Mais après la première guerre de l'opium, qui éclate en 1840, l'Angleterre oblige la Chine à ouvrir ses ports au commerce par la force des armes. Dès 1860, d'autres pays d'Europe exigent eux aussi des concessions et posent une condition: négocier sur un pied d'égalité avec les Chinois. Malade et peu aguerri, l'empereur ne se montre guère à la hauteur de la situation. Il se fait volontiers épauler par Yehenara, sa favorite. Votre Majesté, j'ai lu avec attention la requête que nous ont adressée vos fidèles fonctionnaires. Regardez, donnons-leur ce qu'ils veulent. Oui, vous avez raison. Une attitude sacrilège, en totale rupture avec la répartition traditionnelle des rôles. Pour la première fois, Yehenara goûte au pouvoir impérial. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Votre Majesté, vous avez la visite de Sushun et du prince Gong. Très bien, faites-les entrer. Bientôt, son ingérence dans les affaires de l'État est connue de tous. C'est elle-même, d'ailleurs, qui se charge de l'ébruiter par pur calcul. Majesté, les Français et les Britanniques demandent à nouveau une audience pour discuter de la mise en place d'une représentation diplomatique. Ces barbares font preuve d'une incroyable arrogance. Je refuse de les écouter. Oui, mais ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de soldats. Peut-être serait-il plus raisonnable de leur accorder cette audience. Pas question. Il faut les exterminer. Majesté, je vous propose de prendre les émissaires en otage et de demander le retrait des troupes en échange de leur libération.
Majesté. Si je puis me permettre de donner mon avis, je trouve que la Chine a déjà subi trop d'offenses et d'humiliations de la part des barbares. Le temps n'est plus aux concessions, il faut réagir. Nous devons employer la force, nous n'avons plus d'autre choix. Notre valeureux peuple doit reprendre confiance en ses qualités martiales et chasser les diables blancs hors de nos frontières. Que nos troupes se préparent. À vos ordres. Les 20 hommes de la délégation franco-britannique sont arrêtés puis conduits à Pékin. Une haine aveugle se déchaîne contre les diables blancs, comme on les surnomme. L'humiliation que les puissances occidentales impérialistes ont fait subir à la Chine, la dégradation de l'Empire du Milieu au rang de semi-colonie. Toutes ces expériences clés ont été traumatisantes pour la Chine et ont influé sur sa politique, et surtout sur sa politique extérieure, jusqu'à nos jours. Ces éléments sont essentiels pour comprendre la politique chinoise, même à l'époque actuelle. Après la deuxième guerre de l'opium, une paix brève et infructueuse, les hostilités reprennent et se soldent en 1860 par l'envoi d'un corps expéditionnaire à Pékin. Dotés d'un armement moderne, les Européens avancent jusqu'à la capitale, à grand renfort de coups de feu. La cour prend la fuite. Elle déserte la cité interdite. Un événement sans précédent dans l'histoire chinoise. Officiellement, on proclame que l'empereur est parti pour la chasse dans sa résidence d'été. Ye Nara s'oppose avec véhémence à cette fuite, avant de devoir s'y résoudre. Cela a été le moment le plus déshonorant de ma vie, écrira-t-elle plus tard. Jim, voilà. Il est là. Attendez, où est mon fils? Où est-il? Montrez-le-moi. Le choix de partir n'est pas uniquement dicté par l'amour maternel. Elle sait que si elle reste à Pékin, elle risque de perdre ses chances d'accéder au pouvoir. Les Européens saccagent les trésors du palais d'été où leur délégation était retenue prisonnière. Ils détruisent des jardins fastueux et des œuvres d'art exceptionnelles. La nouvelle accable l'empereur Yanfeng, qui est à l'agonie, loin de Pékin. Mais il n'a pas encore réglé sa succession. Conformément à la tradition, il doit désigner lui-même et de vive voix son successeur. Et c'est justement ce que les ennemis de Ye Nara veulent empêcher. Laissez-moi passer. Majesté! Poussez-vous, c'est très important. Majesté, c'est Ye Nara! Je dois parler à l'empereur immédiatement. Je vous en prie. Majesté! Majesté! Sa Majesté ne souhaite voir aucune de ses concubines aujourd'hui. Je suis certaine que rien ne l'enchanterait plus que de voir son fils une dernière fois. Si vous continuez à l'importuner, je serai malheureusement obligé de vous faire arrêter. Père, me voilà! Saïjun, mon fils, approche-toi. Que tu as grandi. Majesté, vous n'avez toujours pas désigné votre successeur, vous entendez? Souhaitez-vous que Saïjun assume cette fonction?
Cela va de soi, c'est mon fils qui doit me succéder sur le trône, et il sera grand, soyez-en sûrs. Majesté, vous devez tout de suite lui donner un nom de règne. Tong Jue. Tong Jue. Tong Jue, le nom du nouvel empereur, est aussi sa devise. Régner ensemble. En l'an 1861, Tong Jue monte sur le trône du dragon. Un enfant de 6 ans règne sur un empire. Et c'est sa mère qui détient les pleins pouvoirs. La concubine Yehnara entre alors dans l'histoire sous le nom de Tse-i. Inclinez-vous devant le nouvel empereur. Saluez-le avec respect. En l'absence de successeur légitime, la dynastie se serait épuisée dans des luttes de pouvoir. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Avec le prince Gong, frère du défunt empereur, Yehnara forge une alliance contre les puissants fonctionnaires de la cour. Ceux-là même qui considèrent qu'une femme à la tête de l'empire trouble l'harmonie de l'ordre traditionnel. Mais cet ordre est depuis longtemps ébranlé, et le prince Gong est l'un des rares à l'avoir compris. C'est d'ailleurs lui qui, après la destruction du palais d'été, a accordé aux Européens le droit d'établir des légations à Pékin. Une avancée révolutionnaire pour la Chine qui a toujours considéré les émissaires étrangers comme des porteurs de tribus. Ces deux cultures, en revanche, se rejoignent sur un point, la conviction que le barbare, c'est l'autre. Ici, les Européens progressistes. Et là, les mandarins chinois convaincus depuis des millénaires de leur supériorité culturelle et dont la diplomatie n'est pas le fort. Nous devons renforcer nos exportations. Nos matières premières intéressent beaucoup les Occidentaux. Nous pourrions envisager des accords commerciaux. C'est à l'Académie Hanlin qu'est formée l'élite administrative de l'Empire, sur la base des enseignements de Confucius. Ces enseignements, qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, visent essentiellement à parfaire l'harmonie entre maîtres et serviteurs. Réussir l'examen de l'Académie, c'est être assuré de faire carrière à la cité interdite. Aucun de ces lettrés, cependant, n'est préparé aux réalités du monde en mutation. Une fois sa majorité atteinte, Tong Jue prend concrètement le pouvoir, avec à ses côtés sa mère Tse-i, qui entend bien ne rien changer à l'ordre établi. Nous statuons sur la demande. C'est l'empereur qui promulgue les décrets, mais la décision véritable revient en fait à la toute-puissante impératrice douairière. Il sollicite une réduction d'impôts conséquente dans certaines parties de la province afin de venir en aide aux paysans locaux dont la récolte annuelle... Une pratique que ses contemporains appellent « régner derrière le rideau ». Puis-je connaître votre décision, Majesté? La demande est rejetée. Une situation sans précédent dans l'histoire chinoise. Tse-i transgresse ainsi la tradition qu'elle entend préserver. Le Fils du ciel est réduit au rôle de figurant. Demande rejetée. Après une adolescence cloîtrée derrière les murs de la cité interdite, Tong Jue cherche refuge dans les distractions du bas monde.
Il multiplie les escapades en ville, où il goûte incognito au plaisir de la vie nocturne. Bonsoir, monsieur. Regardez, avec laquelle de ces jeunes filles souhaitez-vous vous distraire? Alors qu'il dispose d'un harem de concubines, l'empereur fréquente les prostituées. Bonsoir, mesdemoiselles. Allons-y. Bien sûr, avec plaisir. Il fume de l'opium alors que la consommation de cette drogue, introduite dans le pays par les Britanniques, est punie de mort par décret impérial. Sa santé ne résiste pas longtemps à ses excès. Il meurt en 1874, avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. À en croire les annales de la cour, Tsui aurait déclaré, bouleversé, « Je croyais pouvoir être heureuse une fois mon fils empereur. À sa mort, je suis devenue une autre, car c'en était fini de mon bonheur. » Mais Tsui n'a pas le temps de sombrer dans le chagrin. Car Alout, l'épouse du défunt empereur, est enceinte. Si elle donnait naissance à un fils, celui-ci serait l'héritier du trône. Et c'est la jeune veuve qui assumerait la régence à la place de Tsui. Mais Tsui agit en fin stratège. La nuit même du décès de son fils, elle convoque les hauts dignitaires de l'Empire. Le plan de Tsui équivaut à un coup d'État. Messieurs, j'ai décidé de convoquer le Conseil d'État pour régler une question de la plus haute importance. La désignation du successeur de mon fils. Mais la succession est assurée, je ne vois pas le problème. Que veut-elle dire? Majesté, je vous rappelle que l'impératrice attend un enfant. Et d'ailleurs, elle doit bientôt accoucher. Si les dieux sont assez cléments pour qu'elle donne naissance à un garçon, la succession de l'empereur Tongzhou sera assurée. Messieurs les membres du Conseil, vu les épreuves que la Chine doit affronter en ce moment, le trône impérial ne peut pas rester vacant une seule journée. Il est donc clair que notre salut ne peut venir que d'une seule personne. Il s'agit du jeune fils de ma sœur, Zetian. Avant même que son arrogante décision n'ait le temps de susciter la moindre résistance, Tsui envoie chercher son neveu de 3 ans. Guangxu, le nouvel enfant empereur, est promis au même sort que son prédécesseur. Dans l'Empire du Milieu, le temps suspend son cours. Résolu à préserver la grande tradition impériale chinoise, Tsui dirige la cité interdite d'une main de fer. Cependant, elle ne perçoit pas les signes avant-coureurs du déclin.
En 1795, un émissaire britannique avait parlé de la Chine en ces termes. L'Empire chinois est un vieux vaisseau de guerre fissuré. 100 ans plus tard, à l'aube du XXe siècle, rien n'a changé. Les conditions de vie et de travail sont catastrophiques. Le système judiciaire barbare. Les étrangers ont certes introduit le chemin de fer dans l'Empire, mais le dragon couché est perçu comme un engin diabolique, car ce moyen de transport menace l'existence même de centaines de milliers de portefaix. Tsui, elle non plus, ne voit pas d'un bon œil les avancées techniques des diables occidentaux. Et pourtant, elle ne jure que par une nouvelle teinture venue de Paris qui colore les cheveux, mais pas le cuir chevelu. Avec l'âge, la coquetterie tourne à l'obsession chez le vieux Bouddha, comme la surnomment ses intimes. Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi ça. Tu dois être folle. Idiote, tu n'es qu'une maladroite, fiche le camp. Disparais! D'après une anecdote, elle aurait exigé qu'on recolle sur sa tête les cheveux arrachés. J'ai horreur d'attendre. En puisant dans les fonds destinés à l'urgente modernisation de la marine chinoise, Tsui fait bâtir un nouveau palais d'été. Ce bateau en marbre, réservé aux distractions de l'impératrice, sera le seul navire construit sur les fonds de la marine. À partir de l'année 1899, les membres d'une société secrète laissent exploser leur colère trop longtemps contenue. Mais pas contre Tsui et les Qing au pouvoir, non. Contre les diables occidentaux, les étrangers. Car c'est à eux que la secte des boxeurs impute le déclin de la Chine. Dans la cité interdite, on ne sait comment réagir à ces actes de violence. Doit-on purement et simplement réprimer cette rébellion comme on l'a fait avec toutes les autres? L'empereur Guangxu, la marionnette de Tsui sur le trône du dragon, redoute la réaction des étrangers en cas de provocation violente. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous devons soutenir cette secte hostile aux étrangers. Je crois que ce serait une erreur. Je suis d'un tout autre avis. S'il est vrai que nous ne pouvons nous fier à de simples croyances, je pense en revanche qu'il serait sage de respecter la volonté du peuple. La Chine est faible. Il n'y a qu'une chose qui l'agrandira, la force de la voix populaire. Tout au long de son histoire, il en a toujours été ainsi. Sur les conseils de Tsui, un décret impérial est promulgué qui stipule que les bons éléments parmi les boxeurs seront intégrés aux troupes régulières chinoises. Quant aux mauvais éléments, ils doivent être pacifiés, quoi que cela veuille dire. Par ce décret, estime-t-on alors, Tsui donne carte blanche aux boxeurs pour entamer leur entreprise de destruction xénophobique. Le quartier des légations se situe à proximité de la cité interdite. Il abrite environ 3300 diplomates, leurs familles, ainsi que quelques dizaines de soldats chargés de la surveillance. En juin 1900, les boxeurs attaquent le quartier des légations. Les assiégés parviennent à leur résister pendant 55 jours. L'offensive sera définitivement stoppée par l'arrivée d'un corps expéditionnaire étranger fort de 45 000 soldats.
Mais Tsui a déjà révisé son jugement. Les boxeurs, estiment-elles désormais, ne sont que des vagabonds qui incendient les maisons et tuent les gens, provoquant ainsi une situation chaotique. Serviteur, ici! Va leur demander de cesser les combats. Ils font un bruit assourdissant. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Allons, tu devrais déjà y être. Son existence passée derrière les murs de la cité interdite l'a manifestement privé de tout sens des réalités. On avait l'impression qu'un groupe de Mandchous conservateurs était à l'œuvre à la cour impériale. Ils semblaient incapables de passer à l'action sur le plan politique. Et cela pouvait s'avérer catastrophique pour la Chine. Cette révolte des boxeurs a eu une conséquence à court terme. Les puissances occidentales ont mobilisé un corps expéditionnaire qu'elles ont envoyé en Chine. Ce corps expéditionnaire a fait route vers Pékin, bien déterminé à s'emparer de la capitale, si bien que l'impératrice Tsui s'est vue contrainte pour la deuxième fois de fuir la capitale. Qui aurait cru qu'on en arriverait là, aurait-elle déclaré en apprenant que les troupes des puissances occidentales sont aux portes de Pékin. En arriver là, c'est-à-dire se déguiser en paysanne pour masquer sa fuite. À l'automne 1900, Tsui et l'empereur Guangxu fuient la cité interdite. Près d'un demi-siècle auparavant, elle avait pénétré dans ce lieu sacré où tout devait concourir à l'harmonie cosmique. Son règne n'a fait que retarder la chute inévitable de l'ordre ancien. Après la fuite de Tsui, l'aura de la cité interdite est à jamais détruite. Les étrangers, qui ne tardent pas à s'emparer de la capitale, font honneur à leur réputation de barbares. Ils pillent des pans entiers de la cité interdite. Ce palais impérial, considéré pendant des siècles comme le centre de l'univers par les Chinois, est reconverti en caserne par les puissances conquérantes. Un diplomate français écrit cependant avec déférence « Les choses ici affichent un faste jamais vu, auréolé d'ancienneté et de mystère. C'est une seule et même salle grandiose et sombre, tout en or fané. La cité interdite n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Elle est et reste le témoignage éloquent d'un monde disparu et d'un temps longtemps suspendu. La semaine prochaine, nous explorerons la brillante civilisation des Moghols. C'est eux qui créèrent l'empire qui façonna l'Inde moderne.